d'ouvrir notre rencontre. Il y a une traduction sur quel numéro? J'ai tout là. Donc français canal 2 et anglais canal 3. Is it okay for you? Est-ce que Alexandra? Voilà, donc cette audition est publique, donc elle peut être suivie par un certain nombre de personnes qui nous regardent et qui vous regardent. Madame la Première ministre, je suis extrêmement heureuse de vous recevoir ici. Je crois que c'est une grande première à la Commission des Affaires étrangères de notre Assemblée nationale. Vous êtes depuis 2014 Première ministre d'Écosse et chef du Parti national écossais. Votre visite à Paris s'inscrit dans le cadre du renforcement de la relation entre la France et l'Écosse, une relation que, je vais citer le général de Gaulle, ça n'est pas tous les jours, alors chef de la France libre, décrivait comme, entre guillemets, la plus ancienne alliance du monde. Vous étiez présente il y a près d'un an lors de l'installation du consulat français au cœur de la vieille ville d'Édimbourg et vous avez inauguré hier le bureau de la représentation écossaise au sein de l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris. Votre visite illustre l'importance de nos relations économiques d'abord. La France est le deuxième pays au titre des investissements directs étrangers en Écosse. Relations humaines, bien sûr, et ce sont les plus importantes. Les 13 000 ressortissants français forment la 4e communauté étrangère la plus importante en Écosse. Vous nous direz, je l'espère, la manière dont vous percevez la relation entre la France et l'Écosse, notamment la question de l'élargissement de nos coopérations d'intérêt mutuel dans le cadre des domaines de compétences dévolus par le Royaume-Uni à l'Écosse. Je rappelle pour mémoire que notre plus ancienne et concrète coopération, celle qui concerne le domaine éducatif, vient de faire l'objet, fin 2018, d'un renouvellement et nous en sommes très heureux. Cette visite s'inscrit également dans le contexte très particulier du Brexit. Lors de mon déplacement en Écosse en décembre dernier, j'ai perçu quelques inquiétudes de mes interlocuteurs au sujet, au fond, de la situation qui a été créée par une forme d'incertitude. Vous nous donnerez votre sentiment sur les effets possibles du Brexit sur l'Europe à 40 jours de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ainsi que vos attentes et vos espoirs dans ce contexte très particulier. Donc, je suis très heureuse, Madame la Première ministre, je le répète, de vous recevoir. Je vous laisse maintenant la parole pour une vingtaine de minutes. Ensuite, les collègues qui sont présents interviendront. Vous pourrez répondre à leurs questions, mais comme je vous l'ai dit, nous clôturerons nos travaux à 6h30, 18h30, pour permettre à l'ensemble des membres d'être présents à la manifestation, grande manifestation organisée contre l'antisémitisme, place de la République à Paris. Madame la Première ministre, you get the floor. Bonjour. Votre micro, Madame la Première ministre. Excuse me, you have to do it again. Voilà, à présent, nous vous entendons. Bonjour, merci. I will address you in English. Je m'exprimerai en anglais parce que je crois que votre anglais est probablement bien meilleur que mon français. Pour commencer, j'aimerais vous remercier de m'avoir donné l'occasion de venir aujourd'hui. Merci de votre invitation. Je sais que l'ensemble des membres de votre commission va assister et participer au rassemblement contre l'antisémitisme ce soir et je voudrais vous exprimer d'ores et déjà ma solidarité. L'antisémitisme est un vrai défi pour nombre de pays, y compris le mien. Il faut que nous restions vigilants et que nous nous battions contre l'antisémitisme. Je ne serai pas présente lors de ce rassemblement ce soir, mais je voulais vous apporter toute ma solidarité. C'est un plaisir pour moi d'être à Paris. C'est toujours un plaisir de venir à Paris. Malheureusement, je ne pourrai pas rester à Paris jusqu'au week-end, jusqu'à samedi.
où l'Écosse affrontera la France dans le tournoi des 6 nations. Alors, j'aurais probablement dû faire des paris, mais en fait, je pense que je porterais sans doute malheur à nos 2 équipes si je le faisais. Je serai de retour en France cet été parce que l'Écosse participera pour la première fois à la Coupe du monde féminine de rugby et je suis sûre que les supporters écossais seront à nouveau bien accueillis en France. Je suis ravie d'être présente devant votre commission et comme je vais vous l'expliquer, il me semble que l'Écosse et la France sont des partenaires tout naturels sur bien des questions. Et en fait, l'une des raisons pour lesquelles je suis en France aujourd'hui, c'est pour ouvrir, ce que j'ai fait hier, la nouvelle représentation du gouvernement écossais à Paris. C'est un pas important pour nous. Cela montre notre engagement non seulement envers la France, mais également cela montre que l'Écosse veut jouer le rôle d'un pays européen tourné vers l'extérieur. Alors, cela arrive presque un peu tard, puisque, après tout, la France a été le tout premier pays à installer un consulat en Écosse. Comme votre présidente l'a dit, ce consulat a été ouvert par le général de Gaulle en 1942. Et il y a une citation du discours donné par le général de Gaulle à l'occasion de l'ouverture de ce consulat. Eh bien, cette citation est inscrite sur le mur extérieur de la résidence du consul. Et effectivement, cette citation est « Il s'agit de la plus ancienne alliance du monde ». Et je crois que cette citation montre bien que nos pays jouissent de liens liés à l'échange, au commerce, à l'amitié. Ce sont des liens qui datent d'il y a très longtemps, plus de 700 ans. Pendant des siècles, d'ailleurs, nos citoyens avaient même droit à la double nationalité. Et c'est quelque chose qui devient de plus en plus tentant pour l'Écosse à mesure que la date du Brexit approche. Et nous risquons de perdre notre citoyenneté européenne. J'évoquerai ces liens historiques aujourd'hui de temps à autre et j'y reviendrai pendant mon allocution, mais je pense que vous vous y attendiez. Je vais concentrer mon propos davantage sur notre partenariat plus moderne. Et mon principal message cet après-midi est finalement très simple. Son amitié avec la France compte beaucoup pour l'Écosse. Nous pensons que cela apporte des avantages, de grands avantages à nos 2 pays et nous souhaitons développer davantage encore cette amitié au cours des prochaines années et nous pensons que cela pourra se faire indépendamment du Brexit. J'y reviendrai un peu plus tard dans mon intervention, mais vous deviez vous y attendre. Je vais commencer par évoquer bien sûr le Brexit, puisqu'après tout, c'est la question qui est dans tous les esprits au Royaume-Uni en ce moment. Et le premier élément que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, le gouvernement écossais se sent très engagé dans l'Union européenne. Nous pensons que l'Écosse tire bien des avantages de son accès à un marché unique de plus de 50 millions de consommateurs. Nous tirons des avantages des droits que le fait d'être membre de l'Union européenne apporte aux travailleurs, des protections également, notamment pour l'environnement. Nous profitons de notre liberté de voyager, d'étudier, de vivre en Europe et nous profitons également de ce que nous apportent les citoyens européens qui se sont installés en Écosse. Et parmi ces citoyens européens, il y a bien sûr 7000 Français qui sont nos collègues, nos amis, nos voisins et bien souvent notre famille. Le gouvernement écossais est fier qu'il nous ait fait l'honneur de choisir l'Écosse et nous défendrons toujours leurs droits. Au cours des derniers mois, nous nous sommes battus avec succès pour que les citoyens de l'Union européenne n'aient pas à payer pour obtenir le statut de résident permanent au Royaume-Uni. Et nous dirons toujours très clairement que les citoyens de l'Union européenne sont les bienvenus. Et au cours des prochains mois, nous allons redoubler nos efforts pour encourager les citoyens de l'Union européenne à rester en Écosse. Ensuite de tous ces avantages pratiques que nous tirons de l'Union européenne, nous profitons également, et cela compte beaucoup pour nous, de ces valeurs fondamentales, la liberté, la démocratie, l'état de droit, l'égalité, le respect de la dignité humaine et des droits de l'homme. Et nous allons toujours encourager l'Union européenne à respecter ces valeurs.
Et il y a d'ailleurs un aspect qui dépasse un peu la question du Brexit. En fait, la fonction principale de la nouvelle représentation du gouvernement écossais à Paris est de renforcer nos liens avec la France. Mais il y a également une autre raison pour laquelle nous avons ouvert cette représentation à Paris, cette grande ville internationale. Eh bien, c'est parce que Paris est le siège de grandes organisations internationales. L'UNESCO, l'OCDE, sous une forme ou une autre, sont présentes à Paris depuis les années 40. Et ça nous rappelle que la France a joué un rôle majeur, a œuvré activement après la Seconde Guerre mondiale pour mettre en place un ordre international qui soit fondé sur des règles. Et ces institutions ont été créées à ce moment-là, et bien sûr, cela inclut les prédécesseurs de l'Union européenne. Cela a permis vraiment d'apporter de grands avantages à l'Europe et au monde dans son ensemble. Et c'est quelque chose dont nous nous souvenons aujourd'hui, parce que ce sont des principes qui sont incarnés par ces organisations, le multilatéralisme, la coopération, le respect des droits de l'homme. Ce sont des choses qui ne vont pas de soi. Il y a trop de voix aujourd'hui qui défendent l'intolérance, l'isolationnisme dans le monde aujourd'hui, et cela nous préoccupe tous. Et c'est la raison pour laquelle œuvrer activement au sein des institutions internationales est si important. J'espère que la représentation écossaise à Paris pourra, à son échelle, participer de cet effort. Alors, bien sûr, actuellement, c'est un moyen pour nous de coopérer avec d'autres pays également dans toute l'Union européenne. Je voudrais vous parler d'une déclaration qui a été faite par le chef de gouvernement irlandais, Leo Varadkar, plutôt ce mois-ci. Il parlait du soutien sans faille que l'Irlande avait reçu de l'Union européenne pendant le processus du Brexit. Il a dit en tant que chef du gouvernement d'un petit pays pleinement engagé dans l'Union européenne, cette solidarité envers l'Irlande me touche beaucoup. Et ça ne compte pas uniquement pour l'Irlande, mais pour l'ensemble des petits États membres. Et je crois que cela montre en fait vraiment qu'être membre de l'Union européenne, cela peut amplifier, non pas réduire votre souveraineté nationale. Et cette déclaration du chef de gouvernement irlandais m'a vraiment frappée parce que cela montre que la solidarité dont a fait preuve l'Union européenne envers l'Irlande depuis le référendum est en contraste total avec l'attitude du gouvernement britannique envers l'Écosse. Je suis sûre que vous savez tous qu'en 2016, 2 des 4 pays qui constituent le Royaume-Uni, l'Angleterre et le Pays de Galles, ont voté pour sortir de l'Union européenne. Mais les 2 autres, l'Écosse et l'Irlande du Nord, ont voté pour rester dans l'Union européenne. En Écosse, en fait, 62% des votants ont choisi de rester. Et pourtant, le gouvernement britannique n'a pas voulu reconnaître la complexité du vote dans le Royaume-Uni. Il n'a pas voulu reconnaître que 48% des personnes voulaient rester dans l'Union européenne. Il n'a pas voulu reconnaître le fait qu'en Écosse, en Irlande du Nord, on avait voté pour l'Union européenne et que le Royaume-Uni était supposé être un partenariat sur pied d'égalité. Et en fait, le gouvernement s'est fixé des lignes rouges qui vont à l'encontre de ses intérêts, ce qui a mené à de nombreuses difficultés. Je comprends que l'Europe et la France soient frustrées aujourd'hui face à cette situation-là, et en fait, je partage cette frustration. Le gouvernement écossais, au nom du peuple écossais, n'a cessé d'essayer de trouver un compromis. En décembre 2016, nous avons publié un document avec des propositions. En fait, nous pensons qu'en fait, nous l'avons exprimé très clairement, il faudrait rester membre de l'Union européenne, mais si ça n'est pas possible, à ce moment-là, eh bien, rester dans l'union douanière, dans le marché unique, eh bien, ça permettrait d'obtenir un résultat plus favorable. Alors, je voudrais insister sur un fait aujourd'hui. Pour le gouvernement écossais, l'indépendance il ne s'agit pas là de parler d'isolationnisme qui caractérise le Brexit. En fait, pour nous, l'indépendance nous permettrait de reconnaître et d'embrasser notre interdépendance par rapport aux autres pays. Nous allons toujours essayer d'être des alliés proches, des partenaires proches de nos voisins en Europe. Et je crois qu'en fait, les 2 dernières années nous ont bien montré l'importance de cette position-là. Je pense que vous aurez sans doute remarqué que la position qu'adopte le gouvernement britannique dans les négociations ne reflète pas l'avis du gouvernement écossais. C'est la raison pour laquelle nous pensons que l'accord sur lequel la première ministre britannique s'est mise d'accord avec les 27 en novembre n'est pas bon. Alors je voudrais vous dire qu'en fait cela reflète la stratégie de négociation du gouvernement britannique plutôt que la position de l'Union européenne. Je vais vous donner
exemple, en fait. Il semble clair qu'aucun accord de libre-échange envisagé par le gouvernement britannique ne permettra d'être à la hauteur des avantages que représente le marché unique pour les services. Et le secteur des services en Écosse représente les 3/4 de notre production économique. Et finalement, si l'on met à mal ce secteur, eh bien, cela va être très mauvais pour l'Écosse et pour l'ensemble du Royaume-Uni et finalement pour l'ensemble des États membres en Europe. Et nous pensons qu'en fait, finalement, la relation à long terme du Royaume-Uni avec l'Union européenne n'est pas définie très clairement. Et ce que l'on demande au Parlement britannique aujourd'hui, c'est d'approuver finalement un Brexit à l'aveugle, sans savoir ce qu'il en sera de la relation à long terme. C'est très inquiétant. Et si l'on regarde le chaos qui règne actuellement à Westminster, eh bien, on voit qu'on accorde plus d'attention aux partisans d'un Brexit dur qu'aux voix modérées. Et on se rend compte, en fait, que finalement, la déclaration politique de novembre n'est pas bonne pour l'Écosse. Je vous ai parlé des citoyens français qui vivent en Écosse. Alors pour moi, c'est l'un des aspects les plus tristes du Brexit. Le gouvernement britannique brandit la fin de la libre circulation comme une victoire. Au lieu de cela, eh bien, il s'agit d'une mesure qui est vouée à l'échec et qui finalement va enlever des opportunités à des millions de personnes. C'est une approche qui est particulièrement mauvaise pour l'Écosse. Sans la liberté de circulation, notre population risque de commencer à décliner. Nous pourrions connaître des pénuries de main-d'œuvre dans les zones rurales, dans les universités, dans les services de soins et de santé. Et je dois dire qu'en fait, étant donné les lignes rouges que le gouvernement britannique a choisi de se fixer, étant donné ces lignes rouges, je comprends bien que l'Union européenne pense que l'accord négocié en novembre est le meilleur possible. Et je comprends que de nombreuses personnes en France et dans l'Union européenne aimeraient simplement que le Royaume-Uni s'en accommode. Mais je veux dire qu'aucun gouvernement écossais ayant les intérêts de la génération actuelle et des générations à venir à cœur ne pourrait soutenir l'accord actuel. Et nous pensons en fait qu'il y a d'autres voies envisageables. Cependant, pour atteindre ces autres possibilités, le gouvernement britannique devrait vraiment changer d'approche. D'abord, le gouvernement britannique devrait dire clairement qu'il n'est pas favorable à une sortie sans accord le 29 mars. Parce qu'une telle issue serait catastrophique. La première ministre britannique devrait écrire immédiatement à l'Union européenne pour solliciter une prolongation de la procédure prévue par l'article 50. Il semble évident depuis un moment maintenant que le Royaume-Uni est loin d'être prêt à quitter l'Union européenne le 29 mars. Et j'espère très sincèrement que la France appuierait une telle extension de l'article 50. Cependant, je suis bien conscient du fait que la nouvelle session des députés européens démarre le 1er juillet. Et donc, il faudrait parler de la durée de la prolongation. Il faudrait que ça fasse l'objet d'une réflexion attentive. À part cela, il y a, à mon avis, deux options. Le gouvernement britannique pourrait enfin abandonner ces lignes rouges qui vont à l'encontre de ses propres intérêts et accepter qu'en fait, le Royaume-Uni reste dans le marché unique et l'union douanière. Mais apparemment, pour le moment, la première ministre britannique ne semble pas vouloir envisager une telle approche. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, l'option alternative, et c'est celle que je préférerais, c'est d'envisager l'organisation d'un second référendum qui permettrait à la population de choisir de rester dans l'Union européenne. Il y a de bonnes raisons démocratiques à vouloir un second référendum. Ce serait un moyen pour le Parlement de sortir de l'impasse et pour l'Écosse, ce serait une opportunité de montrer le fait que nous souhaitons rester dans l'Union européenne et que ce soit respecté. Pour tous les électeurs, en fait, ça serait la chance de prendre une décision qui se fonderait sur davantage d'informations, des informations plus détaillées que ce n'était le cas en 2016, parce qu'à l'époque, en fait, on ne savait pas très bien pourquoi l'on votait. Et cela a permis à l'Union européenne de servir finalement de bouc émissaire pour un certain nombre de mécontentements, l'austérité, l'inégalité, les conditions de vie, etc. Et je crois qu'un second vote permettrait de mieux comprendre ce que signifie l'option de quitter l'Union européenne dans la pratique. Pour le moment, il n'y a pas de soutien au Parlement de Westminster par rapport à cette option d'un second référendum, mais ça resterait une manière de sortir de l'impasse, de sortir des problèmes que le Royaume-Uni a lui-même créés. Et bien sûr, c'est une option que le gouvernement écossais soutiendrait.
Je voudrais maintenant formuler quelques idées sur le partenariat plus général avec la France, parce que quelle que soit l'issue du Brexit, le gouvernement écossais va s'assurer que l'Écosse reste un pays ouvert, tourné vers le monde, accueillant. Au cours des 2 dernières années, le gouvernement écossais a multiplié par 2 ses représentations commerciales sur le continent européen. Nous avons lancé une nouvelle campagne promotionnelle, Scotland is Now, l'Écosse est maintenant, qui invite les Européens à venir vivre, travailler et investir dans notre pays et le visiter. Nous avons renforcé notre représentation à Bruxelles, ouvert des représentations à Berlin, Dublin, Londres et puis maintenant à Paris. J'en ai parlé hier. Et l'Écosse souhaite renforcer ses connexions entre la France et donc l'Écosse. C'est quelque chose que j'ai indiqué lors de mes rencontres avec la ministre chargée des Affaires européennes, Madame Nathalie Loiseau, hier, et avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, aujourd'hui. Nous avons de nombreuses opportunités de faire cela. Pour la culture, par exemple, l'Écosse a été à l'honneur lors du Festival de l'Orient en 2017 et ce matin, j'ai confirmé que l'Orchestre de Paris jouerait à l'occasion du Festival international d'Édimbourg cet été. D'un point de vue économique, au cours des dernières années, la France a été le plus grand investisseur européen de l'Écosse et en fait les entreprises françaises emploient plus de 20 000 personnes en Écosse. La France est également un marché clé pour les entreprises écossaises. Vous êtes notre 3e pays d'exportation et il y a des opportunités évidentes pour nous de développer ces liens. Par exemple, la technologie à faible émission de carbone. L'une de mes dernières visites officielles à Paris, d'ailleurs, c'était à l'occasion de la COP21 en 2015 et je sais que la France a beaucoup œuvré pour faire appliquer l'accord de Paris. Vous savez peut-être que l'Écosse produit actuellement plus de 70% de sa demande brute en électricité à partir d'énergies renouvelables. Nous avons le système d'éoliennes en mer le plus puissant au monde et le plus grand projet de production d'énergie marémotrice. Nous collaborons déjà avec des institutions françaises, d'ailleurs, dans ce domaine, l'Université de Caen, du Havre, en Normandie. Nous participons à un projet sur l'énergie marémotrice avec ces universités et mené par le Centre européen de l'énergie marine à Orkney. EDF est d'ailleurs un investisseur majeur dans des projets d'éolien en mer écossais. Cependant, étant donné l'échelle des ambitions écossaises et françaises, et étant donné l'urgence du défi du changement climatique, eh bien, il semble qu'il va falloir renforcer encore notre coopération dans le domaine des énergies renouvelables. Puis il y a un autre défi, les technologies, l'intelligence artificielle, et puis l'éducation. La plupart des universités écossaises ont des liens avec des institutions d'enseignement supérieur en France. Il y a près de 2000 étudiants français qui étudient en Écosse et de nombreux Écossais qui étudient en France. Ça a été possible grâce au programme Erasmus. Et nous entendons continuer à être très actifs dans ce programme. Et à seulement quelques encablures d'ici, eh bien, on voit toujours l'entrée de l'ancien Collège des Écossais de Paris, qui a été créé en 1325 et qui nous rappelle que l'échange entre des personnes, les idées entre nos 2 pays a une très longue tradition et date d'il y a plusieurs siècles. Alors j'ai commencé en citant le général de Gaulle lorsqu'il a fait l'ouverture du consulat français à Édimbourg. À la même occasion, de Gaulle a dit qu'il se réjouissait de l'échange d'idées, de sentiments, de coutumes et de mots entre nos 2 peuples unis par une amitié naturelle. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un privilège, encore une fois, pour moi de rencontrer votre commission et je me réjouis de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. J'avais oublié de saluer notre consul général d'Édimbourg, que je retrouve avec plaisir. Voilà, nous avons visité votre consulat au cœur même d'Édimbourg. Quand j'y suis allée, je conseille d'ailleurs à tous les collègues d'aller voir. On a en plus l'Institut français. Enfin, c'est un ensemble absolument remarquable pour l'influence française au cœur même d'Édimbourg. C'est absolument magnifique. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Alors, nous allons, sans plus tarder, ouvrir le débat et le dialogue avec les membres. Pour La République En Marche, Aïna Curik.
Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre, chers collègues. Tout d'abord, merci pour votre présence parmi nous et merci de nous apporter tous ces éclairages vus de l'Écosse. Parce que je vais vous parler aussi, on ne peut pas évidemment échapper de parler de la question du Brexit, mais vu de la France et de sentiments qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors effectivement, comme l'a dit la Présidente, dans 39 jours, en principe, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Nous disposons toujours d'aucune incertitude finalement sur les conditions dans lesquelles se fera le Brexit. Et ces incertitudes pèsent également sur nos relations à venir avec le Royaume-Uni qui, à l'heure actuelle, semble plutôt en suspens. Notre Assemblée nationale a récemment pris acte du départ prochain et en ce sens, une loi d'habilitation a été votée dans l'éventualité où l'accord de départ conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ne serait pas ratifié. Mais certaines mesures ont été prises et demeurent toutefois nécessaires que l'accord soit ratifié ou non. Dans les échanges, qu'ils soient culturels ou autres, notamment en particulier sur la situation des fonctionnaires ressortissants britanniques qui pourraient continuer, donc qui vont pouvoir continuer d'exercer en France sans avoir à changer de statut. Toutefois, de nombreuses difficultés ont entaché le processus de négociation d'un accord, des tensions récurrentes. La dernière en date, la décision justement de repousser le vote de ratification de l'accord par le Parlement britannique à une date ultérieure par Theresa May. Les conditions de réalisation du retrait du Royaume-Uni semblent donc à nouveau remises en question. Et par ailleurs, la Première ministre britannique s'entretient cette semaine avec tous les chefs d'État et de gouvernement européens, ainsi qu'avec le président de la Commission européenne, pour renégocier l'accord du Brexit, que le Parlement britannique semble se refuser à approuver. Or, à ce sujet, la position de l'Union européenne demeure inflexible. Il n'y aura pas de modification de cet accord. Au regard de ces positions, cela signifie que nous devons probablement nous attendre à un Brexit dur. Si cette... trop longue. Alors, du coup, dans ce contexte, ça nous appelle quand même à quelques interrogations concernant l'Écosse, sur des relations et une amitié évidemment qui nous veut être renforcée. L'Écosse qui a fait régulièrement part de sa volonté de rester dans l'Union européenne, vous l'avez rappelé, Madame la Première ministre. Et nous souhaiterions connaître la volonté de l'Écosse en la matière, notamment à savoir si votre position à ce sujet a pu évoluer et, de manière générale, la position de l'Écosse concernant sa place dans l'Union européenne et ses relations bilatérales, en particulier avec la France. Et j'ai bien entendu que sur une question de référendum, est-ce que ce référendum serait finalement un renoncement ou au Royaume-Uni ou à l'Union européenne? Et donc, quelle est votre position sur ce sujet? Et par ailleurs, vous avez récemment exprimé vos craintes sur le départ des citoyens européens du Royaume-Uni suite à l'entrée en vigueur du Brexit en conséquence de la fin de la libre circulation. Et sur ce point, souhaitez-vous proposer, dans le cadre de l'autonomie dont vous disposez, dans le cadre d'autonomie dont vous disposez aux citoyens européens présents en Écosse? Et bien que je rappelle l'amitié entre la France et l'Écosse, que le meilleur gagne samedi. Merci beaucoup, Madame la députée. Pour le mouvement démocrate, Michel Finger. Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre. Au nom du mouvement démocrate et apparenté, je tiens à vous remercier bien sûr pour votre présence dans notre Assemblée pour échanger sur des relations anciennes, variées et fortes entre nos deux peuples. L'amitié entre la France et l'Écosse a des racines très profondes pour votre présence votre présence dans nos locaux en témoigne. Madame la Première ministre, votre venue intervient bien sûr dans un contexte particulièrement complexe dont l'issue aura des conséquences tout à fait considérables pour l'avenir de l'Écosse. Pour notre part, nous souhaitons que la relation puisse naturellement se poursuivre, bien sûr, entre nos deux pays. À ce titre, vous avez concrétisé cet attachement à la France par l'ouverture d'un bureau du gouvernement de l'Écosse au sein de l'ambassade britannique à Paris, dans le but d'approfondir les liens diplomatiques, économiques et culturels avec la France. Nous sommes bien sûr heureux d'une telle initiative. Madame la Première ministre, le sujet de l'indépendance est bien sûr posé. Vous êtes montré plusieurs fois favorable à l'organisation de nouveaux référendums. Cette éventualité vous paraît-elle être une priorité? Mais au-delà de la situation inédite dans laquelle se trouve l'Écosse, comment voyez-vous l'évolution de vos relations à venir avec l'Angleterre? Quelles pourraient être les bases sur lesquelles elles pourraient se fonder? Et avez-vous senti un divorce entre vos deux peuples? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. Pour les socialistes et apparentés, Alain David. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, nos relations étroites, économiques, historiques, culturelles sont malheureusement, si ce n'est menacées, pour le moins freinées par le processus incertain du Brexit. Quelles conditions
pourraient être requises ou doivent être requises pour rendre possible un deuxième référendum sur le Brexit? Merci beaucoup. C'est une question rapide, mais qui n'est pas si simple par ailleurs. Nous l'avons vécu en France. Alors, pour la gauche démocrate et républicaine, Jean-Paul Lecoq. Merci, Madame la Présidente. Madame la Première ministre, en fait, moi, je suis venu pour vous écouter, parce que je ne suis pas venu avec des questions a priori. Maintenant, j'en ai après vous avoir entendu. Mais j'avais besoin de mesurer dans quel état d'esprit, en tant que chef du gouvernement écossais, vous vous trouviez face à la situation du Brexit. Ce que vous veniez partager en France, est-ce que c'était, vous veniez chercher un soutien? Et là, je vous appelle à la prudence, parce que je suis déjà très mécontent que mon président de la République ait donné ses conditions pour le Venezuela, que je ne voudrais pas qu'il fasse de même pour la Grande-Bretagne. Donc je pense que les décisions du Royaume-Uni se décident au Royaume-Uni et nulle part ailleurs. Et j'espère que, et je vous défendrai si jamais des pressions étrangères se manifestaient à votre égard et à l'égard du Royaume-Uni. Comptez sur moi. Dire aussi, et j'ai entendu les relations, et je suis comme mes collègues, en fait, on a besoin de mesurer quelle est votre puissance politique en tant que Première ministre pour entretenir des relations avec d'autres pays, avec le nôtre, mais avec d'autres. Jusqu'où vous avez le pouvoir? On l'a vu, nous, on a voté des choses et on a regretté de ne pas voter des choses, par exemple en matière commerciale, puisque les questions sur les traités internationaux relèvent de l'Europe. Et on le regrette. On est un certain nombre à le regretter. On voudrait que le Parlement national français puisse donner son opinion sur ces sujets-là. Pour le moins, et éventuellement décider. Pour le mieux. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, vous, à quel niveau d'autonomie, à quel niveau de puissance politique vous trouvez-vous pour pouvoir accompagner, même un Brexit dur, et pour pouvoir continuer à porter l'originalité du vote de vos concitoyens et un avenir de vos concitoyens, peut-être temporaire, dans une situation inédite, mais qui sait, l'avenir d'un changement éventuel de politique en Europe fera peut-être que tous les peuples européens, à nouveau, auront envie de construire un projet ensemble, et c'est ce que je nous souhaite à tous. Merci beaucoup, monsieur le député. Pour le groupe Liberté et Territoire, Paul Molac, qui est notre collègue de la Commission des lois. Merci Madame la Présidente. Donc, Madame la Première ministre, c'est un honneur pour moi de pouvoir saluer le Premier ministre d'une nation celte, comme je suis moi-même un membre d'une nation celte, la Bretagne. Donc, finalement, dans le concert des États européens, est-ce que les petits pays qui veulent vivre ne sont pas l'avenir quand on voit des grands pays qui se racornissent sur leurs prérogatives, voire qui enferment parfois des gens qui veulent l'indépendance, parce que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça fait partie des droits de l'homme. Je pense évidemment à la Catalogne, puisqu'il y a un procès qui commence à Madrid, et où finalement c'est carrément du délit d'opinion pour une bonne partie. Je trouve ça dommage. Et donc on a des grands États qui se racornissent sur eux-mêmes, qui n'arrivent pas à gérer leur diversité. Et la France ne fait pas, évidemment, par rapport au reste, ne change pas véritablement. Vous voyez, moi, par exemple, qui suis breton, je ne suis pas reconnu comme une minorité. Ça n'existe pas dans l'ordre légal français. Pourtant, je le suis, et je le revendique. Donc, finalement, est-ce que vous ne montrez pas la voie dans une Europe qui a du mal à se faire, où on voit bien qu'un certain nombre d'États, je pourrais parler de la Pologne, de la Hongrie, de l'Italie, sont sur finalement des idées qui sont des idées d'exclusion. Et finalement, les petits pays comme la Catalogne ou l'Écosse, eux, sont ouverts à un idéal européen et finalement à un pays ouvert et faire une véritable Europe. Donc finalement, j'ai l'impression que vous montrez quelque part la voie et que les conséquences du Brexit peuvent être évidemment importantes pour l'Europe, parce que si nous avons un Brexit dur, je pense que les Écossais vont vouloir effectivement partir du Royaume-Uni. Et est-ce que finalement le nationalisme anglais n'a-t-il pas tué le Royaume-Uni? On peut se poser la question. Et donc, quelle sera votre attitude? Est-ce que finalement vous allez demander un deuxième référendum pour pouvoir sortir du Royaume-Uni
et rester dans l'Europe. Alors, le breton que je suis est totalement intéressé aussi parce que nos zones de pêche sont dans le nord-est de l'Écosse, le nord-ouest de l'Écosse. Donc, voilà, c'est ma question principale, mais je crois qu'elle est très importante parce que c'est toute l'Europe qui peut en être changée. Merci beaucoup, monsieur le député. Jacques Maire. Degemermat et France, à Keltjekbro. Ce qui veut dire, selon Paul, bienvenue en France, pays celtique. Alors ici, vous avez un axe celtique un peu sur la droite. Jusqu'au Nicole. Nicole y est. Même sera. Donc voilà, on est certains, assez nombreux à se réjouir que la France n'ait jamais dénoncé la Old Alliance. Ce qui a été fait du côté britannique, mais ce qui n'a jamais été fait du côté français. Donc pour nous, elle est toujours vivante. Depuis 700 ans. Juste un tout petit mot quand même aussi, parce que c'est vrai que l'affinité entre les peuples, la coopération, le souhait de pouvoir se retrouver, c'est la diversité de l'Europe. Et c'est vrai que, je dirais, il y a un petit regret, une petite occasion manquée dans les relations entre l'Écosse et la Bretagne, qui n'ont jamais trouvé leur rythme de coopération décentralisée. La Bretagne, voilà, comme on aurait pu le faire dans d'autres endroits, je pense que c'est un message important. Il y a un appétit, il y a une disponibilité dans les territoires bretons, dis-je en tant que député des Hauts-de-Seine, de la région parisienne, pour faire vivre. Mais voilà, il y a une disponibilité qui n'est pas tout à fait exploitée, à part sur le champ culturel. Sur le champ économique, elle aurait vraiment de la valeur à s'être créée. On pourrait aller plus loin. Ceci étant dit, deux petites questions rapidement. Un, est-ce que oui ou non, on a bien compris ce que vous disiez quand vous exprimiez le fait que le plan proposé par Theresa May était le moins mauvais parmi ceux qui étaient évoqués, alors même que vous aviez dit, je crois, dans un rapport de 2018, que le Brexit coûterait à peu près 2300 livres par personne et par an en Écosse, donc c'est quand même un élément très coûteux. Et deuxièmement, pour prolonger, mais pas dans le même esprit politique, ce que disait Paul Molac tout à l'heure, bon, il y a la question écossaise, il y a la question irlandaise, il y a la question galloise. Finalement, ce tremblement de terre qui traverse la société britannique, il a des mouvements telluriques. On a beaucoup parlé de l'affaire irlandaise à cause, je dirais, des minorités qui sont constitutives de la majorité gouvernementale de May. Globalement, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces différentes composantes et sur la direction dans laquelle va l'Écosse aujourd'hui avec la Grande-Bretagne? Merci beaucoup, monsieur le député. Alors, encore une Bretonne, Nicole Lepé. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Première ministre, vous avez qualifié l'accord présenté par Madame May de dévastateur pour les emplois et l'investissement en Écosse, en ce qu'il favoriserait l'Irlande du Nord. Nous savons que les répercussions d'un Brexit sans accord sont difficiles à prévoir, mais plusieurs études dévoilées ces derniers mois prédisent un scénario noir pour l'économie britannique et le PIB pourrait chuter de 3 à 9%, selon plusieurs estimations émanant d'organismes publics ou privés. Et certaines entreprises étrangères ont affirmé qu'elles délocaliseraient leur siège britannique en cas de sortir de l'UE. Alors, pouvez-vous nous donner votre sentiment, même si vous l'avez déjà un petit peu annoncé, sur ces estimations? Et surtout, est-ce qu'elles vous paraissent réalistes? Et je viens d'apprendre que en Écosse, donc 70% de l'énergie est faite avec du renouvelable. Et je voulais déjà vous féliciter. Et est-ce que ça n'est pas un axe à continuer de développer? Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame la députée. Quatrième Bretonne, Liliana Tanguy. Merci, Madame la Présidente. Madame la Première ministre, je vous remercie également de nous faire l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui et de nous avoir exposé les défis auxquels l'Écosse s'affronte aujourd'hui, et notamment compte tenu de l'inquiétude liée au Brexit. Lors de votre discours à l'université américaine de Georgetown, début février, vous avez affirmé que l'accord de retrait négocié entre Theresa May et l'Union européenne négligeait les intérêts écossais. Sachant que le 29 mars approche à grands pas, vous plaidiez également en faveur d'une demande d'extension des négociations à laquelle Bruxelles ne semble pas opposée. Enfin, vous êtes également positionné en faveur d'une politique d'immigration différenciée de celle du Royaume-Uni
Et si une extension des négociations devait avoir lieu, comment l'Écosse compte-t-elle peser à l'égard de Londres et de Bruxelles en matière d'immigration différenciée? Et en tant que députée bretonne, je voulais également vous interroger sur la question de l'impact du Brexit sur la pêche, qui est un secteur important pour l'économie écossaise. En effet, entre 2011 et 2015, sur l'ensemble des produits de la pêche britannique, plus de 60% provenaient de l'Écosse. D'ailleurs, la ministre écossaise des Relations extérieures déclarait en décembre dernier que l'industrie de la pêche aurait été troquée dans l'accord de retrait et que Theresa May a conclu un accord de retrait qui donne accès aux eaux de pêche écossaises et au marché, alors que les députés écossais conservateurs avaient dit qu'il s'agissait pour eux d'une ligne rouge. Quelle est votre position sur ce dossier et pouvez-vous nous en dire plus sur les lois de continuité qui ont été adoptées en Écosse et au Pays de Galles, qui garantissent qu'après le Brexit, certaines compétences exercées par l'Union européenne reviendraient à leur Parlement et non au Parlement britannique, et notamment en matière de pêche. Et enfin, une petite question subsidiaire. Madame la Première ministre, comment évaluez-vous l'impact de la création hier d'un nouveau mouvement, le groupe indépendant, composé de 7 députés travaillistes, sur le paysage politique du Royaume-Uni et des négociations du Brexit? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La question de la pêche, c'est une question absolument cruciale. Moi, j'ai visité des usines de transformation et en particulier, vous exportez d'Écosse un très très bon saumon, le saumon du Loch Lomond, que je recommande. Et je vois que Jacques-Marie Lossian est un connaisseur et c'est important que nous puissions effectivement conserver tout cela. Jacques-Marie Lossian, notre collègue de la Commission de défense. Merci, Madame la Présidente. First Minister, thank you for your kind and wise words. And as Madame la Première ministre, merci pour vos paroles bien aimables. Je suis à moitié breton et je joue au golf également. Donc, une question stratégique. Plusieurs années après sa signature, est-ce que vous pensez encore à la remise en place de l'ancienne alliance? 1998 a été révisé en 2012 puis en 2016 et il prévoit une répartition des compétences entre Westminster et Holyrood. Ces compétences d'exception ont été attribuées au Parlement écossais et ces compétences reviennent par défaut au Parlement écossais. Parmi certains domaines sur lesquels le traité européen, le TFUE en français et TFEU en anglais, ce traité accorde beaucoup de pouvoir aux institutions européennes, notamment en matière d'agriculture, on l'a vu, et en matière d'environnement. Mais au 30 mars, certains devoluted matters sortiront du champ de la réglementation européenne. Et donc ma question à ce moment-là est simple. Le Brexit aura-t-il un impact fort sur les dévolutions et sur la puissance du Parlement écossais? Merci beaucoup, Monsieur le député. Dernière question, notre collègue Philippe Michel-Klesbauer de la Commission de défense. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Première ministre. Je suis ni breton ni écossais, mais soyez sûr qu'il y a suffisamment de pur mal qui a coulé dans mes veines pour que nous ayons une relation avec l'Écosse très, très proche. Et que pouvons-nous faire de mieux pour dire à nos frères anglais de revenir, de ne pas sortir de l'Europe? Quelles sont les meilleures choses que nous puissions faire pour leur faire revenir sur leur idée et pousser ce référendum? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député. Madame la Première ministre, vous avez 10 minutes, si ça va, pour répondre, parce qu'ensuite les membres vont partir à la manifestation. Wow. Mais je connais votre esprit de synthèse, je connais votre esprit de rapidité et d'analyse, et donc je ne doute pas que vous allez y arriver. La parole est à vous. I will do my best. Écoutez, en tout cas, je vais faire de mon mieux. Merci beaucoup, merci de toutes ces questions, merci de ces sages questions, toutes ces questions qui évidemment suscitent la réflexion. Alors d'abord, je dois dire que oui, nous souhaitons restaurer la plus ancienne alliance et j'espère que l'ouverture de la représentation cette semaine à Paris va contribuer à cela. Alors je vais peut-être essayer de reprendre les différents sujets qui ont été évoqués dans vos questions, les sujets communs, puis ensuite je viendrai sur des points particuliers. Alors d'abord, pour revenir sur le Brexit et ce qu'il devrait se passer maintenant.
Parlement. On m'a demandé si je pensais que l'accord de Theresa May était le meilleur possible et si je pensais qu'il devrait être adopté par le Parlement de Westminster. Eh bien non, je pense que c'est un mauvais accord. Tout d'abord, eh bien, ça ferait sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne et du marché unique et de l'Union douanière, mais ça ne donne aucune clarté quant à la relation de long terme. Et je crois que c'est une position très dangereuse si le Parlement adoptait cet accord. Alors d'autres personnes ont des objections différentes par rapport à cet accord. Je ne les partage pas, mais en tout cas, voilà, c'est mon objection principale. Je ne pense pas que cet accord sera adopté par le Parlement britannique. Je peux me tromper, mais pour le moment, rien ne semble indiquer qu'il sera adopté. Alors, pour parler d'un Brexit dur ou d'une sortie sans accord, eh bien, ce serait très mauvais pour le Royaume-Uni en particulier, mais cela aurait bien sûr également des conséquences pour les autres pays membres de l'Union européenne, ce qui m'amène à dire qu'il faut que nous changions d'approche. Et cela m'amène également à vous dire que le Royaume-Uni devrait demander une extension des négociations, une extension de ce processus pour que nous n'ayons pas à faire ce saut de la falaise à la fin du mois de mars. Et une manière de faire cela, c'est de solliciter cette extension et moyen de nous aider serait d'accepter cette extension. On m'a également demandé ce que je pensais des perspectives d'un second référendum quant à rester membre de l'Union européenne et non. Eh bien, pour le moment, il n'y a pas de majorité en faveur d'un second référendum au Parlement britannique, mais ça pourrait évoluer au cours des prochaines semaines parce que peu à peu, chacun comprend que toutes les alternatives à un second référendum sur le Brexit sont très mauvaises pour notre pays. Donc je pense que c'est envisageable dans les prochaines semaines. Vous m'avez posé des questions sur les conséquences économiques du Brexit. Alors les estimations, qui sait, seront-elles réalistes ou pas? Bon, difficile à dire, mais nous voyons déjà que des entreprises choisissent de reporter leurs investissements au Royaume-Uni. Certaines entreprises ont choisi de quitter le Royaume-Uni d'ores et déjà. Et il y a un impact économique que nous sentons déjà. Et nous commençons déjà à sentir qu'un certain nombre de citoyens européens commence à réfléchir à l'idée de rester ou non au Royaume-Uni. Le gouvernement écossais vraiment veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour encourager les citoyens européens à rester en Écosse, au Royaume-Uni. Voilà ce que je pourrais dire sur ce point-là. Pour l'indépendance de l'Écosse, comme vous le savez, je suis pour. Je souhaiterais que l'Écosse soit un pays indépendant. Alors, la question de la Bretagne et d'autres régions des États membres, des petits pays, cette question-là a été évoquée par certains d'entre vous. Je dirais qu'au cours des 2 dernières années, dans le contexte du Brexit et des négociations sur le Brexit, je vous rappelle que le Royaume-Uni est constitué de 4 pays, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Et le Royaume-Uni s'est montré tout à fait incapable d'accommoder et de respecter les points de vue, les positions de ces 4 pays constitutifs. Et je m'exprime là au nom de l'Écosse. La voix de l'Écosse a tout simplement été ignorée, mise de côté dans ce processus. Et je crois que cela plaide encore plus en faveur de l'indépendance de l'Écosse. Parce qu'en fait, là, nous ne pouvons pas décider nous-mêmes si nous souhaitons rester membre de l'Union européenne. Moi, je pense qu'une Écosse indépendante devrait être membre de l'Union européenne. Alors, j'ai parfois des critiques envers l'Union européenne, mais je crois que dans l'ensemble, c'est une institution très positive. On m'a posé également des questions par rapport à nos relations avec les autres parties du Royaume-Uni. Alors, quelles que soient nos relations avec la France et d'autres pays dans le reste du monde, je crois que, bien sûr, la relation la plus proche de l'Écosse, même si nous devenons indépendants, ce sera avec l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Il n'y a pas de tension entre nous. La plupart d'entre nous avons de la famille en Angleterre et vice-versa. Et cela vaudra toujours. Mais aujourd'hui, en Écosse, nous avons l'impression de devoir choisir entre avoir une relation avec le reste du Royaume-Uni et une relation avec l'Union européenne, alors que la plupart des Écossais préféreraient, s'ils le pouvaient, pouvoir conserver ces 2 relations.
Et c'est ce qui, pour moi, plaide encore plus fortement en faveur de l'indépendance. En fait, on ne devrait pas demander aux autres pays d'interférer, bien sûr, dans cette décision. C'est à l'Écosse de décider si elle souhaite devenir indépendante ou non. Nous espérons que les autres pays comprendront les débats au sein de l'Écosse. Et je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au sujet du Venezuela. Bien sûr, il faut que nous respections les décisions des autres pays. Cela doit être fait dans le cadre d'élections libres et les résultats doivent être respectés. Alors je me rends bien compte que je suis presque arrivée à la fin du temps qui m'était imparti. La question de la pêche, bien sûr, c'est une question très importante pour l'Écosse et je le comprends aisément, pour la France également. La politique des pêches communes est l'un des domaines de politique de l'Union européenne que nous avons beaucoup critiqué. À l'avenir, si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, eh bien, nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait une négociation annuelle dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Mais en fait, ça, c'est un bon exemple qui montre que nous avons nos réticences par rapport à certaines des politiques de l'Union européenne, mais néanmoins, nous pensons qu'il y a des moyens de résoudre ces différences et ces divergences. On m'a posé la question de mon avis quant à la démission de certains députés travaillistes hier au Parlement de Westminster. Alors bien sûr, il y a également eu des grands changements en France ces dernières années. Ça sera intéressant de voir si le Parlement et les partis politiques au Royaume-Uni vont continuer à se diviser, et le Parti conservateur en particulier. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que mon parti restera bien uni. Et pour finir, l'impact de la dévolution et du Scotland Act de 1998, je crois qu'en fait, l'une des conséquences du processus du Brexit, c'est qu'en fait, le Parlement, le gouvernement britannique ont essayé d'empiéter sur les compétences de l'Écosse. Alors maintenant, la protection de l'environnement, la santé, la sécurité, les normes en matière de denrées alimentaires, ce sont des compétences qui sont dévoluées, mais parfois le Royaume-Uni essaie de reprendre la main sur ces compétences et c'est une grande menace pour le Parlement écossais, et si ce n'est pas tout de suite, c'est une menace pour l'avenir. Je voudrais pour conclure insister sur le fait que l'Écosse, je l'ai dit tout à l'heure, nous savons tous que 700 ans d'amitié, cette vieille alliance entre nos deux pays, c'est quelque chose de très important, et je crois que cela montre bien le fait que l'Écosse est un pays européen, et nous souhaitons continuer à être un pays européen, quel que soit notre statut institutionnel. Alors j'espère bien sûr que ce sera un pays indépendant, mais nous souhaitons poursuivre cette bonne relation avec les autres pays du Royaume-Uni, mais également nous souhaitons continuer à être un pays européen, et j'espère que nous allons pouvoir continuer à coopérer avec nos voisins européens, y compris la France. Mais d'ici là, eh bien, nous sommes vraiment convaincus du fait qu'il faut renforcer nos relations. Voilà, j'ai été ravie de pouvoir échanger avec vous, et encore une fois, merci de m'avoir accordé ce privilège d'être parmi vous aujourd'hui. Mais sous vos applaudissements, on peut. Un grand merci, Madame la Première ministre. Merci de tout ce que vous avez dit. Merci de la sincérité, de la clarté des propos qui sont les vôtres. Les Écossais ont de la chance de vous avoir. Et on a été heureux de vous entendre aujourd'hui. Peut-être d'ailleurs nous viendrons en Écosse à quelques-uns. Parce qu'au fond, c'est toujours un bon prétexte de retourner en Écosse. Nous aimons votre pays beaucoup. Nous avons cette alliance la plus ancienne du monde. Nous entendons bien la conserver. Nous entendons bien la protéger et nous entendons bien la faire vivre dans les mois et les années qui viennent. Nous avons des liens indéfectibles entre la France et l'Écosse. J'étais à Édimbourg donc à la fin de l'année. J'ai vu un grand nombre de chercheurs, de jeunes étudiants, chercheurs français, européens à l'université d'Édimbourg. Il y a plus de 30%, je crois. Combien ? 26%, j'étais pas très loin. C'est absolument exceptionnel. L'ouverture qui est la vôtre, il faut la conserver. C'est peut-être l'engagement que nous devons prendre ici ce soir, c'est de conserver ces liens indéfectibles entre la France et l'Écosse,
conserver ce partenariat très très fort entre l'Écosse et l'Union européenne, quoi qu'il arrive, et entre l'Écosse et la France. Nous aurons besoin de toute façon de ce lien et de ce partenariat, on va dire, très serré, et surtout l'essentiel. Vous sentez aux mots que nous prononçons ici l'affection, l'amitié qui est vraiment, qui vient du fond du cœur pour l'Écosse et le peuple d'Écosse. Merci beaucoup à vous, Madame la Première ministre.